Petit 2, la durée de l'être et l'être de la durée, double création d'existence. Notre ontologie temporelle est un scandale nauséologique, mais elle est justifiée, portée, affirmée par les deux bouts. Il ne s'agit pas ici, il faut le rappeler, de constituer un traité de l'être de l'évolution, mais de saisir les deux bouts qui permettent l'intervention de la praxis, le temps le plus large et le temps le plus court. Deux points, le devenir du devenir, temps sans finalité, et l'unité existentielle de l'instant, que ce soit l'instant d'une vie ou la vie comme instant. Ici, ce sera l'instant qu'est l'individualité. Le nouveau-né va naître de cette ontologie temporelle. La naissance est d'abord ontologique. C'est le petit de l'être qui apparaît, avant d'être le petit de l'espèce. L'être affirme ainsi son existence. Deux points, l'instant qui est une vie, et l'existant de l'être, la temporalité par laquelle l'être éprouve son existence. Il y a donc une double prédétermination ontologique de la subjectivité, du corps-sujet. Le nouveau-né sera la pure mémoire des siècles. C'est pourquoi il peut être cette détermination de l'ontologie temporelle. Deux points, être une durée. Il ne s'agit là que d'un héritage ontologique. Apparaît alors une détermination phénoménologique totalement méconnue des chercheurs, néo-kantiens ou ethno-philosophes, qui n'est autre que l'explication de la relation entre philogenèse et ontogenèse. Celle-ci répète la philogenèse, mais après que cette philogenèse se fut accomplie. Quand le processus évolutionniste a pu accéder à la détermination de l'individu, celui-ci peut utiliser les acquis de l'être pour constituer le genre. Autrement dit, le corps-sujet, pour être autonome, pour échapper à l'être en créant le genre, axiomatise et formalise de telle manière que la matérialité, la nature, l'organique de l'être soit abandonnée après en avoir extrait les principes de leur production. Autrement dit, le processus de création de la subjectivité se répète, mais en tant que pouvoir de la subjectivité. D'abord, elle est créée, pour se recréer, selon les lois de la création. Pour ce faire, elle reprend ses lois, pour en faire les lois de son être. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'axiomatisation reprend les durées de l'être pour en faire la durée de la subjectivité. Quelle étonnante identité! L'être et la subjectivité seraient faits des mêmes éléments. L'ontologie temporelle se répète en sa plus longue durée et sa plus courte durée. À partir de cette identité surgit la différence. L'être fait l'espace et le temps pour créer la subjectivité, que créent à leur tour l'espace et le temps de l'anthropologie. La subjectivité pourrait être interprétée comme une ruse de l'évolutionnisme, constitue un sujet qui est rupture avec l'être, autonomie du genre, mais alors sujet qui reprend les catégories de l'être pour produire son anthropologie. Ce qui apparaît comme dénué de pouvoir est devenu le pouvoir de l'anthropologie, de créer le corps-sujet. La subjectivité est pouvoir de création, comme l'être, comme la praxis. Ce sont les trois pouvoirs du procès de production. Écartons la création comme caprice divin,
puisqu'elle ne serait qu'impossible identification de la nécessité et de la gratuité. Les deux pouvoirs nécessaires et contradictoires du divin, aporie de l'absolu, aporie de la liberté. Alors, à notre connaissance, il ne peut y avoir relation de l'être et de la durée, qui est le fondement même de la phénoménologie du corps-sujet. La durée de l'existence répète la durée de l'être, comme l'ontogenèse répète la phylogenèse. Oui, là, ça semble se confirmer, quoi, parce que il dit donc il y a donc une double prédétermination de la subjectivité du corps-sujet. Ensuite, il dit le nouveau-né sera la pure mémoire des siècles, c'est pourquoi il peut être détermination de l'ontologie temporelle. Être une durée. Il s'agit là d'un héritage ontologique, c'est-à-dire qu'il est héritier de la durée de l'ontologie de l'ontologie temporelle en tant qu'individu, l'instant, la vie comme un instant, la vie comme instant, et également de l'ontologie temporelle, celle qui est décrite dans le schéma précédent, par exemple, qui est l'instant, chaque instant d'une vie, quoi. Il dit la naissance est d'abord ontologique. C'est le petit de l'être qui apparaît avant d'être le petit de l'espèce. C'est déjà le fait de naître en tant qu'individu, quoi, qui est déjà, parce que je comprends, ce qu'il interprète lui comme une première naissance qui est d'abord ontologique. Et ensuite, il dit que l'ontogenèse ne fait que répéter la phylogénèse. Ça veut dire que finalement, il répète la durée de l'être à un autre niveau, quoi. Quand le processus évolutionniste a pu accéder à la détermination de l'individu, donc ça c'est la phylogénèse, celui-ci peut utiliser les acquis de l'être pour constituer le genre. Et après, il dit qu'il peut ensuite abandonner l'être tout en ayant extrait les principes de leur production, à savoir, sans doute, ce qu'il veut dire là, c'est la durée. La durée. L'ontologie temporelle se répète en sa plus longue durée et sa plus courte durée. J'ai l'air de dire que c'est... Je ne dis pas comment ça se fait.
l'instant de l'être, enfin l'instant tel qu'on le connaît, est finalement dérivé d'une autre forme de durée préexistante dans l'être. Et il ne dit pas comment ça se fait. Ça peut penser aux formes fractales qui reproduisent un grand schéma dans un petit schéma. Poussé un peu par justement le type de problème que pose ce livre, c'est vrai que j'avais regardé un peu dans les neurosciences, et c'est vrai que dans les neurosciences, c'est fascinant parce que ça permet un petit peu d'expliquer ce que j'appelle un peu la ruse de la matière, en fait, c'est-à-dire le fait que le cerveau soit capable à travers des structures microscopiques, de se représenter les structures macroscopiques, en fait. Et ça, pendant très longtemps, ça n'a jamais pu être conçu, en fait. À un moment donné, justement, il dit ça a peut-être souvent été pensé comme une transcendance, en fait. Alors que maintenant, c'est vrai qu'on conçoit que des motifs codés dans les neurones, dans des réseaux de neurones, comme tu disais, des fractales, c'est-à-dire que ces formes qu'on voit ici macroscopiques, en fait, elles ont leur représentation à un niveau macroscopique, quoi. Il y a bien une espèce de symétrie, une fausse symétrie. Oui, une sorte de symétrie, ouais, de miroir, en fait, entre le microscopique et le macroscopique. Mais là, du coup, on est sur un temps... qui quand même reste toujours mystérieux, d'une certaine manière, même si les neurosciences peuvent nous éclairer sur cette question. Enfin, ça, il y a toujours quand même... Avec ces durées, j'ai l'impression qu'on est sur un schéma quand même à une dimension temporelle, si tu veux, qui essaye de passer sur un schéma à un temps, à un seul temps, support du temps universel. Hein, il y a de ça, il y a un côté comme ça où il essaie de tout caler dans un schéma unique du temps, j'ai l'impression. Une ontologie temporelle. Non, une base, comment dire, une sorte de... c'est un peu une construction newtonienne, plus ou moins, du monde, enfin... Oui, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression, du coup, y voir ce schéma, si tu veux, il force, le force à ça me semble complexe, cette histoire de deux éléments superposés, là, justement, parce qu'on a l'impression qu'ils sont forcés à passer par le même fil temporel, qui est la vie derrière, tu vois. Enfin, quand je dis fil, j'essaie de... On avait parlé déjà, en plus, cette histoire de conception même sa conception de la physique, etc. Tu te souviens, on avait parlé de ça, qu'il était très attaché à un espace-temps, c'est-à-dire 3 dimensions plus du temps, quoi. Moi, je suis un peu d'accord avec ça, mais à ceci près que dans le fameux nœud de lacet, là, le fameux temps de nœud de lacet, moi je vois justement la tentative d'essayer de symboliser ce que peut être une intégration. C'est-à-dire qu'en lien avec ce que tu dis dans les neurosciences, en fait, je pense que ce qu'il faut essayer de comprendre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, ce que me disait ma copine qui est médecin, en fait, le cerveau, déjà, on en connaît 10%, ce qui est assez fascinant. En fait, on sait comment on utilise notre cerveau très peu, finalement. Et après, les études en neurosciences, c'est vraiment pionnier, quoi. Je veux dire, on n'y connaît pas grand-chose pour le moment. Après, c'est des modèles de représentation qui essaient de voir comment est-ce que tu peux définir des lois entre la façon dont
le courant passe, si tu veux, dans le cerveau, et après tu vas faire le lien corrélatif entre cette façon dont le cerveau fonctionne et une représentation qui, elle, est dans un espace qui est complètement différent, qui est même pas dimensionné en fait. Parce que, je sais pas moi, il y a forcément des passages de la quantité à la qualité. Par exemple, si tu veux un jour essayer de voir comment une cartographie du cerveau, tu peux représenter l'attirance pour une nana que tu viens de voir dans la rue, en fait tu vas pas pouvoir réduire ça à différentes qualités et un certain nombre de niveaux d'intensité. Si tu veux, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait les implications sont... Et donc de ce point de vue-là, effectivement, j'ai envie de te dire, heureusement qu'on ne pourra jamais être dépassé par des robots, malgré ce que croient les fous des neurosciences, parce que tu ne pourras jamais produire de l'indétermination avec une machine, parce que ce qui la définit, c'est d'obéir à des contrôles. Et le problème qui se pose, c'est que là, c'est à la fois une entreprise très, très grande et très intéressante, mais qui n'est pas du tout aboutie, parce qu'en fait, là, il essaie de te montrer comment est-ce qu'il y a un repliement du temps conscient sur lui-même, et donc du coup il y a plusieurs temps, en fait dans ce que tu dis, finalement il y a plusieurs temps, c'est-à-dire qu'il y a un temps de base qui considère de base comme étant le temps newtonien, et puis après ce temps-là, par une première réflexivité, il va apparaître au sujet à lui-même, ça va devenir un second niveau de temps, qui après lui-même va être repris dans l'être social, et donc du coup après ça va devenir le temps social. Mais au point de départ, il y a l'idée de la temporalité qu'on connaît, c'est-à-dire la flèche avec des unités, etc. Et dans le bouquin, dont je me souviens, ce bouquin je l'avais acheté en plus, je ne sais plus dans quelles circonstances, où Bachelard ferraille un petit peu contre Bergson. C'est ce qu'il dit, mais c'est pareil, Bachelard il n'est pas très, très rigoureux, mais il est au moins, il suscite l'interrogation, il dit oui mais c'est peut-être le problème, c'est que dès le début en fait, le fait de supposer que le support de tout repliement subjectif sur le temps, ce soit un temps linéaire et découpable, dans lequel les instants peuvent être considérés comme se succédant, ça pour le coup c'est un problème parce qu'on a tous déjà ressenti ce que c'est parfois qu'on a l'impression que le temps passe plus vite, ou le temps qui va vachement vite, et il passe pas plus vite ou moins vite par rapport à un temps. C'est qu'en fait il passe plus vite tout court. Oui. Mais il passe pas plus vite ou moins vite en fonction de ce que serait le temps qui passerait normalement. Sauf si tu regardes l'horloge. Oui. Mais l'horloge, quand elle n'existait pas, je pense que les gens ils avaient aussi ce sentiment-là, quoi. Tu vois, on peut se demander par exemple si c'est pas ça, après ça c'est une question, à mon avis il y a des historiens qui sont intéressés à ça, mais est-ce que c'est pour ça que les esclaves se sont jamais rebellés? Parce qu'ils ont peut-être jamais eu l'impression qu'on leur volait leur vie. Et qu'on leur volait leur temps. Ou des trucs comme ça, quoi. Et donc, il n'y avait pas de pendule. Il y avait pas de... Bah non, mais tu sais, c'est rigolo. Enfin, après ça, c'est peut-être pas Debord, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, Debord, il t'explique bien qu'à un moment donné, la fracture néolithique qui s'est soldée après très très tard, bien après, par le début de la marchandise, etc., le début de l'échange, puis après il y a eu des tentatives pour la Grèce antique, il y avait une différence entre par exemple les Athéniens et les Spartiates sur la gestion des marchandises, ce qui fait qu'on n'a pas laissé pénétrer la notion d'équivalent à Sparte comme on l'a fait à Athènes avec Solon et Clisthène avec le compromis qui est en fait le début de la bourgeoisie en quelque sorte. Et après tout ça il va y avoir un long sommeil pendant l'époque médiévale, mais quand même avec l'idée que il y a quand même une temporalité linéaire qui se met en place jusqu'au salut. C'est aussi ça en fait, qui a fait que les premières révoltes paysannes, après il y a eu les millénaristes, mais c'était d'abord des révoltes paysannes qui ne se posaient pas comme telles, c'était en un sens une lutte de classe déjà à l'époque, c'était pour le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire que c'était complètement aliéné comme conception, mais c'était des révoltes qui se faisaient dans la conception du temps qui était celle imposée par l'ordre dominant, quoi. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que à chaque époque, tu as des conceptions du temps, quoi. Il y a des conceptions du temps qui viennent des rapports de production, qui viennent du travail, par exemple, concrètement. Moi, je peux le dire, je vois aujourd'hui comment je bosse, par exemple. Nous, informaticiens en informatique, informaticiens dans des métiers, pas forcément d'informatique pure, mais de logiciels, etc. Aujourd'hui, on nous demande plus forcément, on nous demande de mettre beaucoup de notre intelligence à la compréhension de la façon dont un logiciel fonctionne et dont des process déjà tout faits fonctionnent. Et on nous demande ensuite de chiffrer nos heures pour pouvoir justifier le fait que notre entreprise soit facturée de telle manière par le client qui nous fait travailler. Et concrètement, ça, si tu veux, ça n'a du sens que dans une société de temps newtonien
mais pas uniquement de temps newtonien, de temps où on mesure quand même à un moment donné la valeur d'une marchandise par son temps de travail, et que ce qu'il faut, c'est pas que tu consommes, que tu passes trop de temps dans une marchandise, parce que sinon ça veut dire que toi, ton entreprise elle est plus concurrente au vu de ce qu'elle te donne pour ça. Et tout ça se passe que parce qu'on est dans un régime où c'est le temps de travail qui définit la valeur des marchandises. Mais c'est pas conceptuel, enfin on peut pas imaginer ce genre de comportement-là de la part d'un patron ou d'un client. Au Moyen-Âge, enfin il n'y a pas de patron, mais je veux dire, on peut pas imaginer un seigneur qui se comporterait de la même manière par rapport à. Il chiffrerait pas ces trucs de la même manière, enfin, il les chiffrerait tout simplement pas, parce que c'était pas du tout comme ça que ça se pensait à l'époque. Enfin en tout cas au début du Moyen-Âge. Et puis avant c'est encore pire, et puis dans des communautés d'agriculteurs avant la Grèce antique, c'est même pas imaginable non plus du tout, quoi. Et donc là, Kouska, en fait c'est un bourgeois. En fait, il reprend les présupposés de l'économie bourgeoise et donc sa conception du temps pour pouvoir essayer de l'appliquer au reste. Et c'est gênant parce qu'il fait de l'ontologie, donc du coup il essaie de faire de l'ontologie temporelle, et en fait là il reprend, en fait il a un discours qui est très intéressant sur la façon dont il critique l'idéologie néo-kantienne et la façon dont cette idéologie elle est travaillée par des présupposés ontologiques, quoi. En gros ils font pas de philo, ils comprennent pas, ils font pas l'analyse des catégories qui leur permettent de faire de la recherche, mais on pourrait lui faire leur reproche à lui aussi, quoi. Et peut-être par manque de connaissances sur le sujet, ou peut-être parce que ça ne l'a jamais, mais je pense que justement là, toute cette façon de... Parce que là, dans ce qu'on a lu avant, dans le début de ce livre, il y a toute une espèce de truc autour de la Trinité, en fait, c'est vrai que ça vient de Hegel, et puis bon, il y a des... Enfin là, oui, il le cite, en plus, la phénoménologie de l'esprit, il la cite, mais ce que je veux dire, c'est il essaie de faire rentrer sa critique des sciences sociales qu'il estime aliéné par des préconceptions, finalement par des prénotions, on dirait, en sociologie. Il essaie de lui opposer une vision philosophique, mais qui est tout aussi aliénée, parce que précisément il fait de la philosophie, il n'est pas marxiste. Il essaie de définir une ontologie temporelle par rapport à... Enfin, et puis du coup, moi je trouve que c'est très joli, mais ça ne me convainc pas du tout, quoi. Il adresse peut-être une bonne critique à ce que disent les autres, mais à la fin, on va le voir à la fin de son bouquin. La fin de son livre, c'est on veut une société où C égale P. En gros, on produit autant qu'on consomme. Mais c'est ignorer que la séparation entre la production et la consommation, bah, c'est précisément quelque chose qui existe que dans le capitalisme. Que ça n'a pas de sens dans d'autres sociétés que dans la société capitaliste. Et donc en fait, il veut faire le capitalisme à l'envers. En fait, il veut faire un capitalisme où les gens reçoivent la contrepartie de leur travail. Mais si les gens recevaient la contrepartie de leur travail, il n'y aurait pas de capitalisme du tout. Donc ça n'a pas de sens de le poser ainsi. Et donc là, j'ai l'impression qu'en fait, toute son ontologie qu'il a débuté, parce que là, il fait une espèce de faire une ontologie de la modernité, elle est faite pour légitimer une morale du producteur, mais qui est une morale du producteur dans le capitalisme. Ça veut dire une morale où on continue de séparer production, consommation, échange, distribution, là où une autre société pose pas les questions comme ça. Je disais le bouquin de Jacques, il y a des notes super intéressantes. Tu regardes une communauté en Nouvelle-Zélande, le travail et le jeu, jouer et travailler, c'est désigné par le même mot en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de différence, donc tu n'as pas de loisir. Le travail et le loisir, c'est la même chose. C'est un peu... là, je pense qu'on se pose beaucoup de questions pour essayer de comprendre. Je ne pas, je sais pas, parce que je trouve ça quand même assez... ce retour, si tu veux, quand même à des sociétés de communisme primitif, je veux bien, quoi, mais qu'effectivement, il n'y aurait pas de notion de... il n'y aurait pas de notion de travail, finalement, etc. Mais quel est à ce moment-là le statut, par exemple, des totems et des tabous à l'intérieur de ces sociétés? C'est-à-dire à quelle détermination écrasante, finalement, l'inconscient collectif, si tu veux, est soumis dans des sociétés comme ça? Je pense que ça doit être... quelque chose de tout à fait aliénant également, quoi. Moi je pense qu'il y a de l'aliénation dans les sociétés primitives. Il n'y a pas de miracle, il y a des aliénations dans les sociétés primitives, et justement le totem sert à matérialiser ces aliénations-là. Donc il y a des aliénations, ça je suis bien d'accord avec toi. Comme il dit, il parle le code, l'être et le code,
Je veux dire, tu as des codes extrêmement contraignants dans toutes ces sociétés-là. Triste tropique, quoi. Donc tous Les Indiens de Satec, hein. toutes ces sociétés sont extrêmement contraintes, quoi, finalement. Donc, je sais pas, enfin moi j'ai jamais été convaincu par l'idée de communisme primitif. L'anthropologie critique, si tu veux, typiquement ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle, quoi, l'école culturelle, en fait, ça arrive à la fin du 19e siècle, pour être plus précis, avec Durkheim et tout. C'est après que, de par les voyages d'expédition, etc., pour la première fois, en fait, on a beaucoup de matériel disponible sur des civilisations qu'on ne connaît pas. Donc il y a un émerveillement devant... d'ailleurs, tu vois aujourd'hui comment c'est fait de façon un petit peu exaspérante au musée des arts primitifs. C'est limite, oh regardez, c'est magnifique, tu vois. Bon, et il n'y a pas vraiment de volonté de comprendre, mais en tout cas, c'est beaucoup de matériaux. Darwin lui-même, avant ça, qui est un peu le premier à avoir fait de l'anthropologie, mine de rien, Darwin, si on entend au sens moderne. Son voyage. Voilà, son voyage, exactement. En fait, il se rend bien compte, putain, mais il y a plein de trucs hyper intéressants. Et donc, il y a eu un émerveillement devant toutes ces catégories-là et un certain nombre de choses nouvelles. Et une façon dont les sociétés fonctionnent. Oui, mais enfin, Darwin, il était très critique quand il passait en terre de feu sur les coutumes locales. Par exemple, je me rappelle du traitement qu'on faisait aux vieilles femmes en terre de feu qui étaient carrément mangées par la tribu. Tant et si bien non mais quand je te parle d'émerveillement, je te dis pas, c'est génial, hein, c'est pas Walt Disney, c'est pas Walt Disney, mais je veux dire... Non mais je te dis que Darwin était critique. Oui, bien sûr, mais il est critique, il a du sens. Ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a une volonté de s'approprier ce matériau-là, ne serait-ce que comme matériau empirique, en fait, un petit peu, malheureusement sur une métaphore un peu science sociale, science naturelle, je dis, bon, on va étudier l'humanité comme un objet. Et l'erreur qui est faite, évidemment, c'est de penser qu'on va pouvoir étudier l'humanité comme on étudie, je sais pas, les plantes ou autre chose, alors que l'humanité étant une société historique, et ben, ça ne doit pas se faire de la même manière, l'objet et le sujet de l'humanité sont les mêmes, alors que quand on est dans l'analyse des plantes, et ben, les plantes c'est l'objet, le sujet c'est nous, tu vois. Mais quand il s'agit de ça, au départ, ça part, même si c'est fait par des gens qui sont des bourgeois, ça se pose comme étant quelque chose d'assez universaliste. C'est finalement, on va mieux comprendre l'humanité, et puis bah, on va peut-être un peu guider l'ethnocentrisme. Et la première critique que, par exemple, Marshall Chalins fait aux anthropologues, ça va être, oui mais vous avez un matériau, mais vous ne vous posez pas la question des catégories avec lesquelles vous critiquez. Vous critiquez ce matériau avec des catégories qui travaillent votre civilisation. Donc, aliénez-vous avec les aliénés, et puis comprenez comment ils réagissent. Le problème derrière, c'est que quand ce truc-là est fait, il y a des catégories qui sont immanentes à ces sociétés primitives. Et dans le gauchisme un peu anarchisant, par exemple, moi je trouve ça un peu chez Pierre Classe, c'est un truc qui m'énerve un petit peu quand je le lis, son livre La société contre l'État, c'est qu'il fait un peu les trucs inverses. Ça veut dire qu'il dit, essayons de regarder notre société, notre propre société, avec des catégories immanentes aux autres catégories. C'est-à-dire que l'erreur qu'on faisait par rapport aux autres, on va dire aux tribus ou à ce qui restait d'une autre anthropologie, et la société capitaliste, et qu'on critique à juste titre l'anthropologie et les sciences sociales, il ne faut pas se retrouver derrière à sauter à la conclusion en inventant un truc parfait qui serait la société où les mecs seraient hyper éduqués, consommeraient pas plus qu'ils produisent, parce que là tu te retrouves après à faire de la morale en fait. Et je dis pas que pour pouvoir préparer une société future, il faut pas ouvertement ouvrir les yeux aux gens sur ce que c'est que le procès de production et le fait que tu as des gamins en Chine qui fabriquent des jouets, etc. C'est pas le contraire, c'est pas le contre-logie, il faut au contraire faire émerger ces choses-là, et puis ça pose toute une série de problèmes, parce que par exemple aujourd'hui vous avez des pauvres, et des gens qui sont vraiment les plus aliénés, dès qu'ils ont la possibilité, dès qu'ils gagnent un petit peu de thunes, et effectivement ils vont acheter des pistolets à eau fabriqués je sais pas où à leurs gamins, ils vont leur donner, et puis ils n'ont pas de retour en fait sur l'état du monde, et c'est ça le problème de la conscience de classe qui devrait naître au niveau mondial. Mais là j'ai pas l'impression que ce soit forcément ce que Kloskar y fait, parce que là il est en train de réifier toute une série de symboles christiques, hérités de la phénoménologie de l'esprit, etc. Et puis, bon, à la fin, oui, on a ce que j'ai noté, quoi. L'être, c'est le père, le genre, c'est la mère, et
Et puis la subjectivité c'est l'enfant, ou tout ça, et puis... Oui, là c'est... Là, il y a quelque chose qui est un peu... bon, c'est très très joli, moi j'aime bien les gens qui écrivent des trucs un peu fous, mais bon... Ouais, ça... J'adore Eddie Mark de plus car, quoi. Tu vois, c'est un peu... Bon, cela étant dit, je note un truc que je... Parce que là, on est passé au livre suivant, mais je note sur la dernière partie de la... Pas au livre suivant, pardon, on est parti à la partie C, mais il y avait le point C... le point 5, pardon, de la partie précédente, avec Heidegger, là, qui avait été lu par Edmond. Et il y a un truc, il prend le parti un peu de Pascal, il dit un truc intéressant, il dit Pascal propose les deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, comme nous définissons les deux finitudes, de l'en-soi et du pour-soi, de la subjectivité, de la singularité de son procès de production. Bon, bah là en fait, il adopte une position qui est la position d'un janséniste contre Descartes, quoi, en gros, qui a un petit peu le même comportement que Goldman a contre Descartes dans Théorie de la liberté, quoi. Je pense d'ailleurs que c'est de là que ça vient. Il faudrait demander à Pagani, mais à mon avis c'est un peu ça qui y travaille. Mais je me demande si en fait dans tout ça, parce que c'est intéressant, mais il n'y a pas une volonté d'aller enrober d'ontologie des choses qui ne discutent pas véritablement, quoi. C'est-à-dire qu'il dit des trucs très intéressants, mais c'est comme s'il fallait donner une forme, un contenu formel, déjà éprouvé dans la culture, à des choses qui en fait sont pas si folles que ça, quoi, parce que bon, quand il dit que finalement l'ontologie répète, l'ontogénèse répète la phylogénèse, mais après un passage déjà éprouvé par la phylogénèse, bah oui, bon, il dit juste que l'humanité, en fait, la constitution de la subjectivité, à son échelle, c'est un petit peu un reparcours de l'espèce, mais en ayant intégré déjà toute l'histoire, en fait, le fait qu'on ne refait pas d'histoire à chaque fois quand on éduque un gosse, quoi, grosso modo. C'est pour ça qu'après il se met à parler de caractère acquis, etc. Mais j'ai du mal à voir. Je pense que c'est pas ça. Là, je pense qu'il fait, quand il dit ça, notamment à propos des durées, je pense que c'est que finalement la notion de durée est répétée, qui ne va pas de soi, est répétée, si tu veux, de la phylogénèse par la vie comme un instant, à la notion de durée finalement telle qu'elle est dans le procès de production, dans la praxis. Je pense que plutôt à ce niveau-là. Alors maintenant, je ne sais pas comment il fait dériver l'une de l'autre, et alors là, c'est vrai que c'est pas explicité, quoi. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il se situe, quoi. Il ne se situe pas... c'est-à-dire qu'il c'est vrai qu'il essaye d'échapper aux sciences positivistes. Alors c'est louable, effectivement, ça crée quand même des sacrés des sacrés trous quand même dans la démonstration. Mais bon, je pense que c'est pas... c'est audible quand même, hein, parce que effectivement quand on parle de périodes où justement ces sciences positivistes qui sont issues finalement de la praxis, quoi, hein, eh bien n'existaient pas encore. Bon, c'est quand même assez légitime d'en rendre compte en ne se servant pas de ces sciences positivistes qui n'existaient pas, quoi. Donc les catégories qui sont celles constituées par la praxis n'existaient pas. Donc comment faire pour rendre compte d'un développement qui concerne l'évolutionnisme, qui concerne l'émergence du corps-sujet, etc. Donc c'est de ça dont il s'agit, quoi. C'est que partout, effectivement, alors il n'est jamais dans le recours aux sciences positivistes, et au contraire, il les critique à chaque fois, et c'est pour ça qu'il
fait jamais recours ni aux neurosciences, ni aux paléontologues, ni aux embryologues, ni à tout ça. Il ne se situe pas à ce niveau-là. Bon, c'est quand même assez intéressant comme démarche. Est-ce qu'elle est concluante ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, celle des autres ne me paraît pas satisfaisante, quand même, parce que là, pour le coup, il y a effectivement énormément de transitions qui ne sont pas expliquées, quoi. Donc, qui sont... Oui, mais ça c'est vrai, il y a des transitions dans les... Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Moi, je lis un peu d'anthropologie, typiquement le fameux Pierre Clastre, là, une fois que je suis allé me balader pour l'expo, là, sur... C'était les routes d'Afrique, je crois. Si on était allé voir ça avec ma copine à Noël, c'était une exposition au truc, là, des arts primitifs, Chirac, là, au musée des arts primitifs, puis il y avait une exposition qui parlait des routes d'Afrique. C'était les routes qui étaient tracées par les colonialismes, et du coup, en fait, en Afrique, tu as plein de routes qui sont encore là, il y a toute une partie de ces routes qui viennent encore de ces tracés-là. Donc, ils ont fait ça là-dessus, et puis ils montraient, mais c'était vraiment très politisé, quoi. C'était pour montrer ce que c'était que la colonisation, mais du coup, en même temps, on montrait les coutumes locales, on y était allé, et je m'étais acheté le bouquin de Clastre. Et je suis d'accord avec toi, Clastre, il saute, enfin... Le problème des sciences sociales, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le concept, quoi. Pas seulement la science sociale, même la biologie, même... La biologie, je sais pas, en tout cas, oui, ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les sciences sociales non philosophiques, généralement, l'anthropologie ou la sociologie, ils n'ont pas le concept du tout, quoi. En fait, ils font de l'empirie avec des... Enfin, ils pensent que les choses se reflètent uniquement dans leur esprit en observant des données, quoi. Ils ne se posent pas la question de qu'est-ce que c'est que ces données, pourquoi on cherche ces données-là et pas d'autres, qu'est-ce qui a préexisté à la démarche pour chercher ces données-là et pas d'autres. Et ça, c'est vrai que c'est un problème, quoi, parce que ça me semble pas pouvoir fonctionner, quoi. Et je suis d'accord avec ça, ouais. Ça c'est vrai. C'est la démarche totale de ce bouquin. Alors effectivement, il y a des trous dans la démonstration, quoi. Bon, mais effectivement, on reste un peu sur le fin quant au... Maintenant, je pense que quand même, des lectures répétées peuvent amener à comprendre, à donner certains éclairages tout d'un coup de certains pans de ces textes. Alors on peut ne pas désespérer de les comprendre un jour en totalité, mais s'il y a quelque chose à comprendre, s'il n'y a rien à comprendre, bon, voilà. Mais en tout cas, la démarche me paraît tout à fait légitime. Bon, il l'inscrit, bon, c'est vrai qu'il ne perd pas non plus le fil de son propos, puisque bon, en page 284, notre ontologie temporelle. Donc tout ça, finalement, quoi, est un scandale gnoséologique. Mais elle est justifiée, portée, affirmée par les deux bouts. Il ne s'agit pas ici, il faut le rappeler, de constituer un traité de l'être de l'évolution, mais de saisir par les deux bouts, mais de saisir les deux bouts, qui permettent l'intervention de la praxis, le temps le plus large et le temps le plus court, quoi. Donc, praxis, peut-être la praxis globale de l'humanité, l'être et le code en étant un exemple, la féodalité, la bourgeoisie jusqu'à nos jours, ou dans le temps le plus court, à savoir effectivement le temps de la praxis, du procès de production lui-même à travers l'instant. Non mais pour moi c'est un effort, enfin c'est toujours mieux que tout ce qu'on lit maintenant. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un sacré effort intellectuel. Je veux dire, il n'y a pas un philosophe français depuis 40 ans qui arrive à ce niveau-là. Enfin en tout cas de ce que je lis personnellement. Ça c'est une évidence qu'il y a une tentative. Puis même être un moraliste, ça ne me gêne pas. On peut être un moraliste, c'est pas du tout indécent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tellement... Je ne vois pas pourquoi tu l'appelles moraliste. Parce qu'il fait ses égalité à la fin.
Ouais, il y a un peu de ça. Enfin, je dis ça de façon un peu caricaturale, mais oui, c'est un moraliste qui veut légitimer. Sur l'ontologique, un rapport social. C'est un type qui fait une ontologie du travail, qui est celui qu'il a certainement connu à son époque, qu'il a tellement intégré comme étant le parent pauvre par rapport à la société des mœurs et de la société libérale libertaire qu'il voyait naître, et donc il a vécu en sa chair le monde des prolos, donc personne n'avait rien à foutre, qui a complètement été vidé de tout, de sa culture, de son mode de vie, de l'éducation des parents, même de la culture au travail, je veux dire aujourd'hui, même, enfin tu vois. Et c'est une colère, hein, c'est le fruit d'une colère. Et voilà, c'est le fruit d'une colère, et je pense que dans cette colère-là, si tu veux, il y a un côté un peu père Fouettard, qui consiste à dire bon, bande de petits cons, vous allez arrêter de baiser dans tous les sens, maintenant, C égale P. Tu vois, il y a un côté comme ça, il n'y a pas de média. Non mais tu vois, parce que moi j'essayais d'expliquer ça. C égale P, ça veut dire... ça veut, tu baisses pas plus que tu travailles. Tu vois, ce côté-là. Non mais le côté consommation, ludique, idéal, marginal, comme je l'ai dit, quoi. Donc, C égale P, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que C soit supérieur à P, et il ne faut pas que P soit supérieur à C. Oui, mais donc, si je te dis, moi, par exemple, que j'ai un boulot qui me permet de bouffer bien, qui, à bien des écarts, me permet d'apprendre des trucs techniquement, mais que ce boulot n'a absolument aucun intérêt, que c'est, en gros, mettre en place... C'est ce que tu dis de manière fondée actuellement ou... Oui. Moi j'ai connu ça, hein, j'étais informaticien. Bah voilà, non mais complètement, mais oui, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler justement avec des gens qui bossent et pas avec des universitaires. Des gens qui bossent, qui ont parfaitement conscience que ce qu'ils font sert. En gros, moi par exemple, là je bosse, je fais des interfaces et des gros sites web bien foutus pour des gens qui vont avoir comme objectif de se former. Je travaille et puis sur des interfaces et sur ce qu'on appelle un système d'information qui permettent au Crédit Agricole de mettre en place sa formation interne. Donc c'est une logistique et nous on est le support de cette logistique-là d'un point de vue disposition des données, etc. Ce truc, ça sert à aller ensuite permettre à des gens du Crédit Agricole de former les futurs gens de la banque. Et on sait ce que c'est que le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, c'est trouve le taux d'intérêt pour qu'un paysan passe sa vie à rembourser des dettes. C'est ça, le Crédit Agricole. Et le problème, c'est qu'en plus, ça se fait dans des conditions où nous, en fait, on bosse dans ce qu'on appelle un groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire que tu as des caisses régionales, parce que c'est une mutuelle, en gros, ou un équivalent de mutuelle, qui cotisent pour pouvoir avoir accès à un truc commun qui est là où je bosse. Et du coup, ils demandent des garanties, ils demandent, et donc, comme ils payent, ils veulent des résultats, etc. C'est de la merde. Et on pourrait multiplier les cas comme ça. Aujourd'hui... 99%. Ouais, mais alors du coup, t'as envie de dire à ces gens-là, P égale C, enfin, je sais pas, t'as envie de leur dire, mais putain, mais fais de la musique, rends-toi utile ailleurs, apprends à cultiver des trucs, parce que il va falloir beaucoup de paysans si on veut un monde soutenable écologiquement, où il y a beaucoup moins, il n'y a pas une fraise qui part de je sais pas où, qui est en Amérique du Sud, après qu'elle est au Japon pour être aspergée de trucs nucléaires, et puis qui revienne après en France, il va falloir un truc, et dans ces cas-là, pour moi, si tu veux, c'est même... Je comprends ce que tu veux dire si tu me dis, bah oui, justement, ça, ce serait du vrai travail. Mais le problème, c'est qu'on ne pourrait pas appeler ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est pas ça. Et il y a une légitimité à se demander si on n'aurait pas travaillé, pas un petit peu moins, juste quasiment plus, parce qu'aujourd'hui, il y a un tel développement des forces productives qui fait, enfin des forces productives surtout techniques, mais en l'occurrence des forces productives dans son sens large, et de l'organisation qui fait que, en fait, on a largement assez de quoi produire des marchandises en quantité raisonnable, en fonction des besoins et de façon rationnelle, mais je veux dire, et même pour le monde entier, parce que là je fais pas semblant de réduire que ça, je veux dire, même pour les soi-disant chinois qui vont arriver sur le marché, pas quoi, il y a largement de quoi les nourrir. Et du coup, là, quand tu fondes une morale sur le travail, en fait, tu es en train... Toi, c'est pas la production, la consommation, procès de production, procès de consommation. Non. Je me développe aussi après, je crois. Non, parce que procès... Enfin... bon, prôner ça, c'est un peu quand même retour à une authenticité, c'est un peu Heideggerien quelque part. Ah bah donc Kluskar, Heidegger, du coup, il y a des... Ah non, au contraire. non, je pense que P égale C, moi je pense qu'on peut y aller, mais sans retourner en arrière. On peut prendre, c'est ce qu'il dit, la pratique.
je le répète, la praxis accède à la représentation de son être, donc ça c'est ce qu'il fait, et cette représentation permet l'organisation politique de la cité. Bon, là, lui, il le voit par un parlement du travailleur collectif. Je ne sais, pour moi, c'est pas une bonne idée, mais je pense qu'il y a peut-être à s'inspirer effectivement de cette démarche. En tout cas, ça me paraît intéressant à creuser, quoi. Bon, c'est pour ça que... Non mais c'est sûr que c'est... Enfin... On serait pas là. Ah oui. Déjà, on serait pas là en train d'en parler, quoi. Voilà, déjà qu'il y a un endroit comme ça en France où on puisse parler librement de ça, c'est quand même intéressant. Mais parce que c'est vrai que ça nous concerne... bon, si effectivement le procès de consommation et le procès de production sont au centre, font en centralité de au niveau anthropologique, c'est quand même intéressant d'en discuter. Mais alors après, bon, pour en tirer des... moi je pense que c'est effectivement, politiquement, c'est pas neutre le fait qu'il s'intéresse à ça. Ah oui, ça me fait très bien. Hein. Bon, le truc, il moi, quand cherche... je lis Hayek, je pense qu'il n'est pas très objectif non plus, Hayek, hein, quand il écrit de la servitude. C'est pas pour défendre Malatesta, hein, je veux dire. Il le fait avec des prises a priori, effectivement, anthropologiques, qui sont héritées du libéralisme le plus bas, faussement humaniste, qui justifie l'exploitation, qui considère que le monde doit rester dans son invisibilité la plus totale, ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît, comme disait l'autre. Et puis s'il y a toujours eu des exploités, bah c'est comme ça, c'est ce qui fait que les gens... et ben ça les stimule, tu vois, mais ça on est tout à fait d'accord. Je ne propose pas à Kouskar d'avoir des... Non, c'est ça, c'est une tentative, si tu veux, effectivement. Ce qui est emmerdant, c'est de les ignorer. Ce qui est emmerdant, c'est les gens qui font des sciences sociales et qui ignorent, qui travaillent leur façon de faire, quoi. Et je suis bien d'accord avec toi. C'est juste que je pense qu'il... Je crois que c'est un... C'est vrai, c'est un marxiste chrétien de grande qualité, mais c'est... Enfin, un chrétien tout court de Chrétien tout court. Mais bon, un chrétien influencé par le mouvement communiste, c'est évident. Voilà, je pense que c'est plus ça. Ouais. Il a été communiste, pas marxiste, quoi. Ouais. C'est ça, oui. C'est un communiste chrétien. Voilà, ouais. Bon, on va boire un café.